Je m'appelle Bernard Bloch, je suis né à Mulhouse en 1949. Je suis comédien, metteur en scène et écrivain. J'ai fait beaucoup d'adaptations de textes non théâtraux et puis depuis peu j'écris des livres essentiellement autour de la question de la Palestine et Israël. Voilà. Je me suis demandé où j'habiterais si jamais je décidais de revenir en Alsace pour la fin de mes jours. Et j'ai réfléchi, c'est complètement différent pour moi, ce qui se joue pour moi à Mulhouse et à Strasbourg. Mais je pense que j'habiterai à Strasbourg, mais que je me débrouillerai pour avoir un point de chute dans les Vosges du Sud. Non, en fait, je me sens mulhousien, mais ma jeunesse, je l'ai passée à Strasbourg. Mon enfance à Mulhouse et ma jeunesse à Strasbourg. Donc voilà, c'est ça. Ma mère était vraiment une Alsacienne, une juive alsacienne de plusieurs générations, même depuis très très longtemps. Donc elle était vraiment alsacienne. Tout chez elle était alsacien. Elle parlait l'alsacien. Mes parents parlaient alsacien entre eux, parce que mon père, lui, était juif allemand. Il est arrivé, il a quitté l'Allemagne en 1934. Il est d'abord allé en Suisse comme travailleur clandestin, il a été mis en tôle par les Suisses. Et puis il est venu en France en 1936 et il a rencontré ma mère en 1937. Et ils se sont mariés en 1937. Après il était dans la Légion étrangère. Et puis ils ont traversé la guerre ensemble, en se cachant un peu partout. Ils ont été arrêtés 5 fois. Et 5 fois ils ont réussi à s'en sortir. Notamment en rencontrant à plusieurs reprises, à 3 reprises, par exemple un milicien originaire de Mulhouse, qui voyant sur les papiers de ma mère qu'elle était de Mulhouse, lui a demandé en alsacien d'où est-ce qu'elle était, de quel quartier, et qui les a laissés partir à cause de ça. Donc il y a comme ça un rapport avec l'Alsace, paradoxal, ambivalent, mais très fort. Et mes parents parlaient entre eux l'allemand pour que je ne comprenne pas. Mais comme j'ai fini petit à petit, à force de les entendre, de comprendre, mais ça, ils ne savaient pas encore que je comprenais. Donc c'est une langue à la fois maternelle et paternelle, mais avec moi, ils ne parlaient que français. Il fallait parler français. Hein. Je suis né en 1949, donc juste après-guerre. Voilà, autrement, je me sens alsacien, je me sens aussi très français, allemand. J'ai un tropisme vers l'Allemagne très fort, de par mon père, dont la culture était complètement allemande, même s'il déniait complètement cette origine allemande. À tel point que quand j'ai écrit avec Jean-Paul Wenzel Vaterland, dont le sous-titre était Le pays de nos pères, et que le spectacle était acheté par l'AMC, et donc mon père a reçu le tract annonçant le spectacle. Et sur le tract, on faisait la pub autour du fait qu'on avait nos 2 pères d'origine allemande, l'un qui était soldat de la Wehrmacht et l'autre qui était un juif allemand qui a fui Hitler en 1934. Et mon père ne m'a plus adressé la parole pendant presque 1 an parce que j'avais rendu public le fait qu'il était d'origine allemande. Pour lui, c'était une tâche, une tare, alors que qu'il a fui Hitler, qu'il était victime du nazisme. Mais le fait d'être d'origine allemande était pour lui difficilement supportable. Ça n'a pas de rapport direct avec l'Alsace. Ça en a un. En ce sens, mon père était commerçant, vendait des nappes et enfin tout le matos pour les restaurants. Ses clients, c'était les restaurants. Donc il se baladait dans toute l'Alsace pour vendre, tu sais, les nappes basques qu'il y avait, les trucs blancs et rouges qu'il achetait au Pays Basque. Et c'était le gros truc des pizzerias dans les années 50-60, les pizzerias qui ouvraient l'une après l'autre. Et lui, il aimait toujours aller dans les bistrots arabes. Parce qu'il disait, là, au moins, je suis sûr qu'ils ne sont pas antisémites. Oui. Quand mon père est arrivé en Alsace et qu'il a rencontré ma mère,
il a été en fait pas bien reçu par la communauté juive de Mulhouse. Pourquoi? Parce qu'il était allemand. C'est d'ailleurs probablement pour ça qu'il a gardé ce rapport compliqué au fait d'être d'origine allemande. Pourquoi? Parce qu'il était allemand d'une part et parce qu'il était pauvre d'autre part. C'est-à-dire qu'il n'avait rien. Les parents de ma mère avaient un magasin de chaussures quai du Fossé qu'ils ont perdu, hein, qui a été volé en fait au moment de l'annexion, qu'ils n'ont pas retrouvé. Et puis le fait d'épouser, c'était donc avant-guerre, un pauvre, un type qui n'avait rien et qui venait d'Allemagne, c'était pas forcément ce que la communauté juive espérait pour la petite bourgeoisie juive. Et mon père a toujours gardé ce sentiment d'être un Harkelofener, mais par rapport à cette communauté juive. Ce qui explique qu'il n'allait à la synagogue vraiment que à Yom Kippour et Rosh Hashanah, et encore, à partir d'un certain moment, il n'y mettait plus les pieds. Et quand j'ai fait ma bar mitzvah, en 62-63, pour lui, c'était impossible que je fasse ma bar mitzvah à Mulhouse. Et donc, je suis allé la faire en Israël. Parce que toute sa famille, à lui, était partie en Israël entre la fin des années 30 et le début des années 50. Et c'était la raison essentielle. C'était pas tellement c'était pas un sioniste fanatique, loin de là, mon père. Mais il voulait pas que je fasse cette cérémonie d'initiation, enfin de passage en Alsace. Donc c'est plus par rapport à la communauté juive, aux juifs alsaciens que je sentais chez mon père un sentiment de malaise. Alors après, la question de la... C'est vrai qu'en Alsace, par exemple, moi j'ai vécu de l'antisémitisme en Alsace quand j'étais au lycée. Des choses comme ça, ce qu'on appelle les préjugés anti-judaïques, quoi, plutôt que de l'antisémitisme. Je me souviens d'un truc, c'était en terminale au lycée Schweitzer à Mulhouse, j'étais en Mathelem, en C. Et puis on avait fait une collecte, toute l'année on mettait de l'argent pour organiser une fête à la fin de l'année. Et on a fait cette fête avec les copains, et puis il restait pas mal d'argent. Et moi je disais, qu'est-ce qu'on fait avec l'argent qui reste? On pourrait faire un truc, aller bouffer ensemble, faire une sortie, machin. Et puis il y en a 3 ou 4 qui se sont mis à ricaner. Parce que c'est moi qui proposais de faire quelque chose avec l'argent. Et là, j'ai senti cette chose terrible, en fait, sous-jacente, sous le tapis, tu vois. Un truc qui se dit, ce ricanement de ces préjugés anti-juifs, les juifs et le pognon, les juifs, avec Blick, il faut faire gaffe au froc. C'était une des blagues que j'entendais des fois. Avec Bloch, il faut faire gaffe au fric. Donc, ce genre de petites choses qui sont censées être drôles, tu vois, mais qui, quand tu as 16, 17 ans, 18 ans, ne sont pas drôles du tout. J'ai découvert au moment de la mort de mes parents, et au moment où j'ai découvert quel était le rituel des funérailles dans les communautés juives alsaciennes, c'est là que j'ai découvert à quel point le judaïsme alsacien est le plus archaïque du monde. C'est-à-dire que j'ai mesuré à quel point les Juifs étaient en Alsace depuis pratiquement 1000 ans. Et que les rites, par exemple, de la mort, n'ont pas bougé depuis 1000 ans. Et d'ailleurs, j'ai trouvé ces rites assez moi qui ne suis pas croyant ni pratiquant, j'ai trouvé ces rites assez magnifiques et assez consolateurs. Par exemple, en Alsace, en tout cas à Mulhouse, c'était comme ça. Et puis mon père est mort en 1996 et ma mère en 2003. Et au moment de la toilette mortuaire, donc il y a comme ça 5 hommes qui sont là. Il y a toujours au moins un médecin
Et quand tu es le fils, d'autant plus que j'étais fils unique, c'est toi on te dit, tu n'as pas besoin d'assister à la toilette, mais c'est toi qui mets les petits chaussons en lin et le petit bonnet en lin, puisque tous les morts sont habillés de la même manière, avec une sorte de chemise de nuit qui va jusqu'aux genoux en lin, et des petits chaussons en lin et un petit bonnet blanc en lin. Et tous les cercueils sont pareils. Ils sont en bois blanc, brut. Quelle que soit la situation sociale ou financière de la personne. Et c'est le fils qui met les petits chaussons et le petit bonnet. Et on doit prendre les chevilles de ton papa ou de ta maman et dire en français, puis en hébreu, une prière. Et alors cette prière, c'était si j'ai porté atteinte à ton honneur devant Dieu ou devant les hommes, qu'il ne m'en soit pas tenu rigueur. C'est tout. Et donc je dis ça, j'étais dans un état moyen quand même, hein. Mon père était mort la veille, et puis je le dis tout doucement, vu l'état dans lequel j'étais. Et là, les 5 mecs qui sont là disent « Putain, mais t'es acteur !» Alors dis-le fort, comme si tu étais dans la cour d'honneur du Palais des Papes, pour qu'ils t'entendent. Alors je l'ai redit dans cette petite pièce de la morgue du cimetière juif, le plus fort possible. Et l'effet de consolation et de comment ça m'a débarrassé d'un certain, non pas du chagrin, mais du poids, de l'angoisse en tout cas. J'ai trouvé ça assez fort. Et ça, je sais que c'est un rite particulier de la Rhénanie, pas seulement de l'Alsace, hein, mais ça va jusqu'à Speyer, ça va enfin sur tout cet endroit-là où les Juifs sont installés depuis avant l'an 1000, quoi, depuis le haut Moyen-Âge, quoi. Je viens de lire récemment un livre que je vous conseille d'ailleurs vivement, qui s'appelle « Le Tapissier de Jérusalem », qui est écrit par un type dont je ne me rappelle plus le nom, mais qui a été un notable très important dans la communauté juive, ici, à la synagogue, jusque dans les années 70, et qui vit maintenant à Jérusalem. Et ce type, qui est plutôt de gauche, qui était dans la mouvance de Max Warszawski, hein, qui était à cette époque-là, il était un notable de la communauté, était chargé de recevoir les Juifs rapatriés d'Algérie, donc à partir de 62. Et il raconte d'abord une chose que je ne savais pas, c'est que la communauté juive française a été multipliée par 2, d'un seul coup, en quelques mois. C'est-à-dire que c'est passé de 240 000 à 540 000, enfin c'était considérable, première chose. Et deuxième chose, complètement étonnante, c'est qu'il y a des familles juives qui venaient du sud algérien, qui sont arrivées et qui étaient polygames, en 62. Donc qui vivaient complètement à l'arabe, et qui sont arrivés en 62 en France. Et ils ont trouvé des accommodements raisonnables pour gérer ça par rapport aux lois de la République. Et ça date de 62. Alors hier j'ai déjeuné avec un ami dont je vous ai parlé, je ne vais pas dire son nom là, à Mulhouse, qui m'a dit qu'il y a eu beaucoup plus d'alias, de juifs à Strasbourg qui sont allés s'installer en Israël qu'à Mulhouse. Et que lui, il explique ça par l'influence de Max Warszawski, du grand rabbin de Strasbourg de cette époque-là. Il se trouve que moi, alors je sais pas, hein, c'était une... D'abord, j'ai réalisé ça, et c'est vrai qu'à Mulhouse, il y a peu de gens, peu de juifs qui sont allés s'installer en Israël. Il y en a beaucoup plus au départ de Strasbourg. Et je n'ai jamais pensé au fait que ça puisse être la raison, j'en sais rien. Après, la question, c'est là, ça dépasse la question de l'Alsace, quoi. C'est la question de la relation de la communauté juive française par rapport à Israël. Communauté juive qui est quand même la troisième du monde, hein, en taille, après les États-Unis et Israël. Et puis surtout, à cette influence délétère qu'a actuellement le CRIF, qui prétend être
le conseil représentatif des institutions juives de France et, par extension, le conseil représentatif des juifs de France. Or, personnellement, je ne me sens absolument pas représenté par le CRIF tel qu'il est actuellement. C'est-à-dire que les positions du CRIF, et notamment par rapport à Israël, mais pas seulement, sont à des kilomètres des miennes. Alors, qu'en est-il maintenant, qu'en est-il ici de ce rapport quand on mesure, par exemple, que aux États-Unis, la position de la communauté juive américaine est en train de considérablement évoluer par rapport à ce qu'Israël est en train de devenir. Je ne sais pas où ça en est ici, je ne vis pas ici, et je ne connais pas. J'aimerais bien d'ailleurs pouvoir y parler et y dire ce que je pense moi là-dessus, ou en tout cas ce que j'ai vu. Je n'oublie pas aussi tout l'élément républicain en Alsace. Là, je pense par exemple à Ahmad Chatrian, que j'ai découvert récemment en plus. Pour moi, c'était un truc sans intérêt, et en fait, j'ai découvert, il y a des livres magnifiques parmi les textes d'Ahmad Chatrian. Et alors là, c'est vraiment républicain. Il y avait une propension, après la Révolution en tout cas, pour le républicanisme en Alsace qui était très très présent. Mais d'ailleurs, la même propension qu'il y avait eu aussi en Allemagne, jusqu'à Napoléon. Et l'autre chose, c'est cette période très particulière, qui a été très courte, entre les deux guerres mondiales, de l'influence des mouvements d'extrême gauche allemands, où le drapeau rouge flottait sur la mairie de Strasbourg, de Mulhouse et de Colmar, où il y avait un mouvement autonomiste, anarcho-syndicaliste en Alsace dans les années 30, quoi, qui était, et où la langue alsacienne, l'alsacien, était la langue du prolétaire et le français était la langue du bourgeois. C'est-à-dire une sorte de retournement qui, évidemment, ça a été complètement brisé dans l'œuf dès l'annexion pendant la Seconde Guerre mondiale. Mais il y a cette tradition aussi. Et cette tradition qu'on sent peut-être plus à Mulhouse qu'à Strasbourg, qui est restée une ville social-démocrate assez longtemps, jusqu'à ce que les sociodémocrates retournent leur veste. À l'époque, le Parti communiste faisait 6% en Alsace, quand j'ai adhéré, donc au début des années 70. Alors c'était ridicule par rapport à ce qu'il faisait dans le reste du pays, la France. Maintenant, s'il faisait 6%, maintenant il fait 2,5% sur l'ensemble du pays. Et on avait le sentiment... Je sais qu'à l'époque, la grande question, c'était qu'en Alsace, les communistes sont aussi faibles à cause des malgré nous. Parce qu'il y a eu les malgré nous et que certains ont été détenus en Union soviétique et qu'il y a une sorte de dégoût définitif par rapport à tout ce qu'il y a de près ou de loin à voir avec le communisme à cause de cette expérience en Union soviétique par les malgré nous. C'était ça le discours que j'entendais dans les réunions de cellules auxquelles je participais. Alors il y avait comme ça c'était un communisme résiduel et il y avait donc c'était en général des vieux, des gens qui avaient à l'époque déjà 70 ans, hein, donc dans les années 70, donc des gens nés au début du siècle, et puis des très jeunes, comme moi, qui étions étudiants à la fac ici. Il n'y avait pas entre les deux. Il n'y avait pas de gens de 30-40 ans, mais vraiment pas. Donc c'était très étrange. Hein. Il y avait une sorte de rupture, enfin de vide complet de génération. Un peu comme à une certaine époque dans les théâtres, et déjà encore un peu aujourd'hui, quoi, où on a aussi l'impression qu'il y a des plus de 50 ans et des moins de 30 ans, et qu'entre 30 et 50, il y en a peu. Mais c'est pour d'autres raisons. Alors là, c'est vraiment, c'est ma Madeleine, quoi. Tout ce que tu trouves ici et que ici, comme par exemple la salade mixte, Cervelat-Gruyère, comme les vedele tels qu'ils sont servis là.
il y a comme ça des goûts et des plaisirs gustatifs que je ne trouve qu'ici, et même quand je mange la même chose ailleurs, ça n'a pas le même goût. Enfin bon, c'est un poncif que je dis là. Donc, et puis ma mère faisait vraiment de la cuisine alsacienne. Donc c'est vraiment, j'ai été élevé là-dedans. Et donc ça reste. Ça c'est la première idée. Ensuite, il y a la question de la langue. Le fait, à mon époque, il y avait encore beaucoup de gens qui ne parlaient que l'alsacien ou qui parlaient essentiellement l'alsacien. Et donc, dès le début, tu es élevé dans une double langue. C'est quand même très particulier. Et dans une double langue, c'est pas comme le breton et le français, parce que le breton, ça ne se parle qu'en Bretagne. Mais l'alsacien, ça se comprend en Allemagne. C'est une langue... moi, je sais parler Schweizerdeutsch, parce que je suis né à Mulhouse. Il y a des choses comme ça de ce pays rhénan, en plus 3 pays. Cette question de l'intérieur, l'extérieur, il vient de l'intérieur. Cette notion très particulière, quoi. Aussi la géographie elle-même de l'Alsace, comme ça en longueur, avec les 2 villes, Strasbourg-Mulhouse et entre les 2 Colmar. Par exemple, quand j'ai commencé à bien connaître le reste de la France, quand j'ai commencé à faire des tournées comme comédien, où je suis allé pratiquement partout dans le reste de la France, j'étais très surpris par le fait que quand tu es à un carrefour, il y a des villes ou des villages qui sont indiqués sur 360 degrés. Ici, c'est uniquement sur 180 degrés. Ici, tu vas vers le nord ou vers le sud. Et des 2 autres côtés, c'est le Rhin ou les Vosges. Et tu es dans une sorte de couloir, tu vas du nord au sud ou du sud au nord. Après, il y a des à côté comme ça, le pied des Vosges, le Rhin, la forêt noire, mais essentiellement c'est comme ça. Alors qu'ailleurs, tu vas partout. Et j'ai mesuré à quel point j'étais structuré par ça. Mon esprit, mon intelligence est structurée par ça. Alors, je suis très... En fait, mon esprit est du coup très informatique, parce que c'est 1, 0, 0, 1, quoi. Je me suis adapté assez vite à cette pensée-là, et je pense que ça tient à la géographie de l'Alsace. C'est une des parts de mon rhizome, l'Alsace. C'est une des parts de mes racines, mais des racines au sens... J'ai beaucoup de réticences que tu comprendras aisément par rapport à ce mot même de racine. Surtout en ce moment, où les gens ont tendance à penser que les arbres doivent retourner à leurs racines. Moi, ce que j'aime bien dans les racines, c'est les feuilles et les arbres et les fleurs et les fruits que ça permet de produire, et pas tellement d'y retourner. C'est bien d'en avoir, et en tout cas, chez moi, elles sont multiples. La culture allemande, l'Alsace, cette double langue qui me constitue, ce côté 1-0, et puis ma judéité paradoxale, puisque je suis agnostique et non pratiquant, et puis très en question sur l'idée même du peuple juif, est-ce que ça existe? Mais pourtant, je suis juif. Et puis la France, j'ai été élevé là-dedans, j'ai fait l'école républicaine, et je connais bien la culture allemande, mais je connais quand même mieux la culture française. Voilà, donc, et tout ça fait que je suis ce que je suis. Et puis après, les mathématiques, qui ont été vraiment une passion pour moi. C'était pas une obligation. J'ai abandonné, mais c'était une passion. L'injonction d'appartenance. Dès que tu as le sentiment qu'on te demande de dire qui tu es, à quoi tu appartiens, à qui tu appartiens, à quel peuple, alors le métier de comédien est formidable pour ça. L'activité de comédien est formidable pour ça. Là, tu as la possibilité de sortir de ton appartenance, enfin de te fonder dessus pour en faire autre chose, pour la transformer, quoi. Et de ce point de vue-là, je pense qu'effectivement, c'est une des raisons qui ont fait que
que j'ai commencé à faire du théâtre très tôt, hein, à 13 ans. C'était vital pour moi. Vital au sens la seule réponse que j'ai trouvée à ma propension mélancolique, disons, la mélancolie du survivant. Parce que je suis d'une certaine mesure un survivant. Grand Est, Grand Ouest, Grand Nord, le Grand Nord. Enfin, ça, c'est vraiment des... je veux... Pourquoi pas s'il y a des avantages institutionnels ou économiques à ce que des régions soient plus grandes pour avoir plus d'influence culturelle, sociale, économique dans l'ensemble européen. Mais c'est une fiction administrative. Enfin, c'est évident que éventuellement on pouvait imaginer l'Alsace et la Moselle parce qu'il y a effectivement une histoire commune. Mais j'ai passé pas mal de temps il y a 2 ans à Nancy. J'ai mesuré à quel point Nancy ça n'avait rien à voir, quoi. Metz c'est autre chose. Mais en tout cas culturellement ça n'a pas de sens. C'est sûr. Mais j'ai pas de point de vue sur la pertinence institutionnelle. J'en ai pas. Ça me semble tellement évident qu'il faudrait que toutes les écoles dès le CP soient dans les 2 langues, par exemple. Et donc du coup dans les 3. Parce qu'une fois que tu sais parler les 2, tu sais facilement parler la 3e, l'anglais. C'est tellement l'endroit où ça pourrait être mis en place, sauf que d'autant plus que je pense que c'est la seule grave question actuelle, enfin c'est le seul levier pour sortir de l'impasse, c'est l'instruction publique, comme on disait tout à l'heure. Donc là, l'Alsace serait un endroit formidable pour mettre en place une instruction réellement au moins bilingue et au moins européenne dès le départ, quoi. Je suis très européen, hein, à tel point que même communiste, j'ai voté oui au référendum de 2005 et je faisais partie des 2% de communistes qui ont voté oui au référendum de 2005. Je peux vous dire le plaisir sensuel, physique que j'ai de parler l'alsacien. Alors je le parle sans accent, enfin si, avec l'accent de Mulhouse. Hein. Je le parle trop peu pour le parler vraiment couramment, mais c'est un des plaisirs que j'ai quand je vais chez Chitli, parce que là-bas ils parlent alsacien. Et donc je comprends tout, et puis je parle avec eux, et j'adore ça, quoi. J'adore ça, c'est vraiment... là je sens que c'est vraiment... de Schnabel, que Voxenesch, il y a quelque chose chez moi qui a été élevé là-dedans parce que mes parents parlaient ensemble alsacien, quoi. Mon père parlait le Borotischel puisqu'il venait de Geilingen, au bord du lac de Constance, donc c'est pas très loin. Hein, et ma mère parlait le mulhousien. Les blagues en alsacien, les trucs... vous la connaissez sans doute, celle du type qui se noie dans la Dolère. Il y a un type qui se noie dans la Dolère à Mulhouse et qui dit « Au secours, au secours, au secours !» Et alors il y a un type qui passe sur le pont qui dit « Tatschlever, schwemmelever, aus Französisch !»